As Ukraine succeeds on the battlefield, Vladimir Putin is becoming embarrassed and pushed into a corner. And I wonder, Mr. President, what you would say to him if he is considering using chemical or tactical nuclear weapons. Don't. It will change the face of war unlike anything since World War II. And the consequences of that would be what? I'm What not would the gonna U.S. speculate that. response be? You think I would tell you if I knew exactly what it would be? Of course I'm not going to tell you. It'll be consequential. They'll become more of a pariah in the world than they ever have been, and depending on the extent of what they do will determine what response would occur. Постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Их трет только вот у нас до американцев, на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная и вся ядерная составляющая. Dans le sillage du conflit ukrainien, la menace nucléaire, auparavant reléguée en arrière-plan des préoccupations internationales post-guerre froide, s'impose de nouveau avec insistance, amplifiée là encore par l'hystérie de certains médias. Peut-on quantifier ce risque? Relève-t-il d'un emballement médiatique? Et sommes-nous réellement à bord d'une guerre nucléaire? L'éventualité d'un tel événement amène à s'interroger également sur le rôle des services de renseignement dans l'intensification et l'apaisement du conflit. Par ailleurs, comment interpréter la réaction de la Russie aux attentats du Crocus City Hall? Dans ce contexte tendu, la Russie dirigée par un Vladimir Poutine fraîchement réélu redéfinit-elle ou non ses objectifs militaires en Ukraine? Pour en débattre, je suis accompagné par Eric Dénessé, auteur prolifique et spécialiste du renseignement, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, et par Karine Béchier-Golovko, professeur invité à l'Université d'État de Moscou et auteur de Russie Politics, blog incontournable pour comprendre le conflit russo-ukrainien. Place au sommaire de l'émission. Nous explorons dans un premier temps la possibilité d'une escalade nucléaire entre les deux plus grandes puissances mondiales. Les en sont les risques et les implications. Nous examinerons également le rôle crucial joué par la CIA et le FSB dans ce contexte géopolitique tendu. Nous ferons également le point sur les récents attentats du Crocus City Hall, quelles implications sur les objectifs militaires russes en Ukraine, puis nous nous pencherons sur l'Ukraine, qui est engagée dans une guerre par procuration, et si d'un point de vue économique, le pays est finalement abandonné par ses alliés. Alors l'un des aspects de ce conflit qui préoccupe un bon nombre d'observateurs, en particulier aux États-Unis, est l'imminence d'une escalade nucléaire entre les deux premières puissances nucléaires de la planète. D'un côté, les États-Unis avec leur triade nucléaire. Je rappelle que le locataire de la Maison-Blanche se déplace littéralement partout avec une mallette nucléaire. Cette mallette contient un dispositif de communication sécurisé permettant au président de rentrer en communication directe avec le Pentagone et aussi avec les chefs militaires pour transmettre des ordres relatifs à l'arsenal nucléaire américain. Et contient également une série de documents qui décrivent les procédures de lancement d'une attaque nucléaire et les conséquences qui en découlent par type de missile activé. Moi, personnellement, j'en ai eu vent lors de l'interview réalisée par Lex Friedman avec la journaliste d'investigation Annie Jacobson. Mais supposons l'hypothèse selon laquelle la Russie endossait le rôle d'agresseur. Si la Russie décidait de mener un assaut massif en lançant un déluge de missiles balistiques intercontinentaux, leur neutralisation, d'après les données dont on dispose, s'avérerait extrêmement difficile. Le système de défense antibalistique américain affiche un taux de réussite de 58% sur 18 essais. Et compte tenu du nombre aussi de missiles antibalistiques dont disposent les États-Unis, à savoir moins de 50 missiles, si ma mémoire est bonne. Donc une telle offensive transformerait radicalement le paysage géopolitique de la planète, pour le moins qu'on puisse dire. La raison pour laquelle ça nous préoccupe tous, cette histoire. Donc l'interrogation qui se pose dès lors est la suivante. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a déclaré lors de l'ouverture de la 10e conférence du traité de la non-prolifération des armes nucléaires que, je cite, l'humanité n'est qu'à un malentendu, une erreur de calcul de l'anéantissement nucléaire. Et il utilise l'air de rien le terme Armageddon. Hein. Alors, pourriez-vous quantifier ce risque? Est-ce selon vous une préoccupation exagérée ou sommes-nous réellement en bord d'une guerre nucléaire?
Disons que pour commencer sur votre question, si la Russie est dans le rôle de l'agresseur. Tout d'abord, il faut quand même comprendre que pour que la Russie soit dans le rôle de l'agresseur, si l'on parle réellement d'une réponse atomique, il faut qu'il y ait un risque existentiel. Elle a quand même une doctrine qui est assez claire. Donc, il ne suffit pas de quelques déclarations sur les plateaux télé occidentaux pour que la Russie, tout à coup, s'énerve et envoie une bombe. Je rappellerai par ailleurs qu'il y a eu à ce sujet quelques déclarations au niveau des comptes rendus aux États-Unis, si je ne m'abuse, ce devait être du ministère département de la Défense conjointement avec le département d'État, qui disait que objectivement, il n'y avait pas de risque réel d'une attaque nucléaire russe, ce qui n'empêchait pas de s'inquiéter, de continuer à en parler. Donc, il me semble que nous sommes beaucoup plus dans un risque médiatique, dans une question de création d'un discours, et évidemment, effectivement, on en revient à la question de « et si la Russie agressait ?» de la création de l'image de l'ennemi, de cet agresseur. Sur la deuxième partie de votre question, et si la Russie envoyait quand même des missiles, une armée de missiles, cela changerait la configuration géopolitique. Il me semble que la situation est déjà géopolitiquement changée. Déjà. Pas parce que l'une des parties a gagné, mais parce que justement, nous sommes dans une situation de patte. Et autant d'un côté, on nous explique qu'il n'y a plus d'hommes en Ukraine pour se battre, autant de l'autre côté, on nous explique que l'armée russe est complètement affaiblie, mais globalement, il y a une situation de patte. Et effectivement, le problème est que l'armée atlantico-ukrainienne ne peut pas se permettre de perdre. Ça ne veut pas dire que l'Ukraine doit gagner, ça veut dire que la Russie ne doit pas gagner. Donc, la question va effectivement se poser quoi faire derrière. Dans cette configuration, imaginons que le danger présenté par l'armée atlantique soit tel que la Russie envoie une pluie de missiles. Disons que pour l'instant, la Russie envoie quand même pas mal de missiles déjà. Mais comme nous le voyons aussi, si la technologie est importante, il serait quand même, à mon avis, dangereux et peut-être dommage de surestimer le poids de la technologie parce que, au-delà de la question de l'envoi de missiles, s'il s'agit réellement d'une guerre de territoire, puisque l'Ukraine maintenant est plus un front et un territoire, depuis 2014, l'État est en faillite, juridiquement en tout cas, donc, il va falloir des hommes. Et pour reprendre le territoire en Ukraine et avancer face à une présence sur le terrain qui est de plus en plus reconnue, en tout cas par les Occidentaux déjà en Ukraine, ça semble être une configuration difficile. Bref, dans la réalité, il me semble que nous sommes très très loin d'une véritable guerre nucléaire, ce qui n'empêche pas d'en parler beaucoup, effectivement. Oui, d'abord, j'adhère totalement aux propos de Mme Golovko. J'irai plus loin par rapport à votre question. Pour moi, il n'y a aucun risque aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que les Américains, en premier lieu, ont bien fait savoir au monde entier, et en particulier aux Russes, qui ne voulaient à aucun prix une escalade et une dérive vers une guerre nucléaire, parce que les deux pays savent très très bien que ce n'est pas la configuration géopolitique qui serait changée, ce serait la moitié de la planète et une partie de l'humanité qui serait rayée de la carte. Donc ça n'a, encore une fois, sauf accident qui pour moi relève du 0,00 quelque chose, il n'y a pour l'instant aucun risque. Les dirigeants et les officiers des deux côtés ne le souhaitent pas. Voilà, donc ça c'est clair. Ce qui n'écarte pas pour moi l'utilisation ponctuelle, éventuelle, hein, je dis bien éventuelle, d'une arme nucléaire, s'il y avait un durcissement du conflit et par exemple l'entrée de troupes de l'OTAN en Ukraine afin de contraindre les forces russes, rien n'empêcherait, le cas échéant, Moscou de faire usage d'un missile nucléaire tactique en Ukraine, puisqu'elle tirerait sur un territoire qui lui-même n'est pas celui d'une puissance nucléaire et que aucun autre État nucléaire, c'est-à-dire ni la France, ni la Grande-Bretagne, ni évidemment les États-Unis, n'aurait là les moyens de riposter puisque ça n'entre pas dans le cadre de leur doctrine. Donc, encore une fois, je pense que ce dernier cas de figure est extrêmement peu probable. Il est malgré tout un tout petit peu plus probable que la guerre nucléaire qu'on évoquait à l'instant, mais ça reste pour moi effectivement une vue de l'esprit. Ça rentre dans le discours. Alors, pourquoi est-ce que ça rentre dans le discours? Il faut quand même le préciser, c'est que
à chaque fois que l'on a accusé Vladimir Poutine de menacer l'Occident d'une guerre nucléaire, on n'a présenté que la moitié de la réalité. C'est-à-dire que quand on regarde les vols de l'OTAN qui ont lieu au large des frontières russes, biélorusses et de Kaliningrad, ainsi qu'en mer Noire, on a vu quasiment systématiquement, à chaque fois que Vladimir Poutine a dit « j'ai aussi l'arme nucléaire », on apercevait dans les jours qui précédaient des vols de B-52, donc bombardiers nucléaires, partant des bases britanniques, venant jusqu'au bord des frontières aériennes russes et faire demi-tour. Donc ça a été quasiment tout le temps des réactions et non pas des provocations ou des menaces du chef de l'État russe. Encore une fois, c'est pour rappeler un certain nombre de choses parce que les discussions qui ont eu lieu entre les deux gouvernements sont sur ce plan extrêmement clair. Personne ne veut d'une guerre nucléaire. Et finalement, j'ai envie de dire, les deux pays se méfient presque plus de certaines réactions incontrôlables du président français Emmanuel Macron et de ses prises de position quelque peu intempestives, finalement, que du risque qui les oppose l'un à l'autre. Avez-vous noté une évolution dans la posture stratégique nucléaire de la Russie depuis le début de son offensive en Ukraine? Si j'étais analyste militaire, je dirais que la Russie a toujours adopté une posture de riposte. Mais aujourd'hui, le président Poutine a déclaré qu'il n'y a pas de ligne rouge. Comment vous interprétez cette déclaration dans le contexte de la stratégie nucléaire russe, plus fondamentalement? Est-ce qu'il y a eu un changement d'attitude à ce niveau? Non, il ne me semble pas qu'il y ait eu de changement d'attitude. Monsieur Dénessé l'a parfaitement rappelé. La Russie a toujours été dans une position en fait de réponse. Elle n'est pas dans une position où elle lance une agression. Et dans le cadre de l'utilisation des armes nucléaires, c'est la même chose. Je voudrais juste rapporter, si possible, on va dire, faire une petite note de bas de page par rapport à ce qui avait été dit en cas d'utilisation d'une arme tactique par la Russie sur le territoire ukrainien. La question qui va se poser maintenant, puisque en revanche le contexte juridique a changé ces dernières semaines, ces derniers mois, avec la conclusion des accords bilatéraux, alors ils appellent ça de sécurité, mais qui sont en fait de coopération et d'aide militaire entre notamment la France et l'Ukraine et la Grande-Bretagne et l'Ukraine. Puisque, en tout cas, en ce qui concerne l'accord français, il est clairement stipulé que si jamais la Russie agresse l'Ukraine, donc on peut penser que les termes étant suffisamment flous pour être interprétés, notamment dans le cas, par exemple, si la Russie lançait un missile tactique, la question qui se poserait, est-ce que dans ce cas-là, du coup, la France, notamment la Grande-Bretagne et les pays qui ont signé ce type d'accord ne se trouveraient-ils pas engagés dans un mécanisme juridique les obligeant à intervenir directement dans le conflit? Ça, en revanche, il faut faire très attention, il me semble, avec ce cadre juridique para-OTAN qui commence à se développer et qui intègre de plus en plus les pays de l'OTAN. Oui, alors sur ce point, je crois qu'il faut préciser, vous avez raison d'évoquer ce sujet, mais d'abord que ce qui était prévu pour être un traité n'est finalement qu'un accord, donc ça n'a pas été ratifié par l'Assemblée nationale. Ensuite, le contexte d'emploi de la force française, c'est uniquement, comme vous l'avez expliqué, Madame Golfko, pour le cas russe, lorsque les intérêts existentiels de la France sont en cause, donc le président de la République n'aurait aucun moyen, je dirais, de le faire vis-à-vis de son état-major, vis-à-vis de la nation. Donc, effectivement, il a signé un traité, un accord, pardon, qui engage la France pour plusieurs années, mais dont finalement la validité est presque à la limite de la légalité et qui peut être remis en cause à n'importe quel moment. Pour en revenir sur la doctrine russe, il y a eu une évolution ces dernières années, mais avant le conflit. C'est-à-dire que les deux États aujourd'hui ont abandonné le fait de dire qu'ils ne faisaient qu'une frappe en riposte. Les Américains, les premiers, ne se sont jamais interdits de faire une frappe en premier. Et les Russes, d'ailleurs, ont suivi systématiquement. Donc, ce n'a jamais été eux en premier. Alors, pour deux raisons. La première, qui remonte à, je crois, une dizaine d'années, c'est qu'ils ont un système qui leur permet de déclencher le feu nucléaire, même si tous les centres de décision sont détruits par une frappe américaine. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont un système, ils avaient mis en place
un système qui n'avait pas besoin que l'on donne un ordre de tir, mais un système qui se déclenchait si on ne donnait pas un contre-ordre de tir. Voilà, c'est une méthode qu'ils ont mis en place après avoir observé comment les terroristes tchétchènes qui avaient fait l'assaut sur le théâtre de la Dubrovka, je crois en 2002, si ma mémoire est bonne, qui avaient des explosifs dans les mains et ils avaient les mains fermées, ce qui fait que dès qu'ils relâchaient les paumes, les explosifs se déclenchaient. Donc les Russes se sont un petit peu inspirés pour développer quelque chose de cette nature. Mais sinon, le président Poutine a effectivement déclaré qu'il n'y avait pas de ligne rouge, mais ça ne change pas fondamentalement cette doctrine nucléaire qui reste une doctrine éminemment défensive. Avant d'en finir avec cette question de nucléaire, quel est à votre avis le rôle que jouent les services secrets, qu'ils soient américains, britanniques ou russes, en faveur ou en défaveur de cette escalade nucléaire, justement? Je vous pose la question parce on connaît tous un peu le rôle de la CIA. C'est quand même le président des États-Unis qui nomme le directeur de la CIA. Et on sait tous aussi que la CIA, c'est aussi le deep state, en quelque sorte, américain. Donc, et c'est un peu le président américain qui choisit le sujet qu'il veut voir à la une du President's Daily Brief. Le PDB, c'est une sorte de revue de presse concoctée par la CIA pour le président. Donc, dans quelle mesure pensez-vous que les services de renseignement voilà, américains en premier lieu, mais aussi britanniques et russes agissent en faveur ou en défaveur de l'escalade nucléaire? Je ne sais pas si la question est claire. Non, sur ce sujet, je crois qu'il ne faut pas avoir de confusion. Les services de renseignement, le terme de service secret est impropre. Il n'existe pas aujourd'hui de services secrets dans le monde. En tout cas, on ne les connaît pas s'ils sont secrets. Les services de renseignement de tous les pays n'interviennent pas sur ces sujets-là. Et ce ne sont pas non plus dans le monde occidental, et je pense que c'est pas véritablement non plus le cas dans le monde russe, des services qui sont autonomes et qui décident eux-mêmes de ce qu'ils vont faire. La CIA est bien sûr rattachée directement au président des États-Unis, mais c'est pas très différent en France et en Grande-Bretagne. Donc je crois que là, il faut sortir du fantasme, même si on a vu ces dernières années les dirigeants de la CIA qui font partie des élites américaines que l'on qualifie d'État profond. Le reste de l'agence, c'est une agence qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, une agence composée de fonctionnaires qui défendent des intérêts nationaux, comme c'est le cas dans tous les services du monde. La CIA, en l'occurrence, on le sait, puisqu'il y a eu toute une série de reportages de presse qui s'en sont fait l'écho, et tout cela, bien sûr, est juste. Il y a une espèce d'accord non écrit entre les Russes et les Américains pour éviter que la guerre monte, hein, pour éviter qu'une escalade, une montée aux extrêmes ne se produise. Donc, c'est la seule chose, c'est le seul domaine sur lequel, je dirais, en lien extrêmement lointain avec avec le nucléaire, que le seul rôle que les services peuvent jouer. Mais sinon, le lien entre le renseignement et le nucléaire, en tout cas sur l'hypothèse tout à fait, parce qu'on veut dire saugrenue, qu'évoquent les médias sur une guerre nucléaire, est quasiment nulle. Oui, j'abonde aussi dans ce sens-là. Il me semble qu'il ne faut pas effectivement confondre le rôle un peu au niveau des institutions. Les services de renseignement, qu'il s'agisse du renseignement extérieur ou du renseignement militaire, sont justement là pour, on va dire, collecter des masses d'informations et transmettre ces masses d'informations. Ensuite, hein, ce genre de décision, c'est une décision qui est strictement politique. Et ces organes ne sont pas aptes à prendre des décisions politiques. Dans quelle mesure peuvent-ils influencer? Ils influencent, hein, et positivement et négativement dans tous les cas, dans la mesure où ils font bien leur travail ou ils font mal leur travail. C'est-à-dire, soit ils arrivent à collecter une information qui permette, hein, à l'autorité politique, hein, compétente de prendre une décision adéquate en ayant le maximum d'informations, soit non. Après, on avait vu ça notamment à la fin de la période soviétique. Le problème est que les autorités politiques n'écoutent pas toujours non plus, les éléments de renseignement qui leur sont transmis. Donc et ça, il me semble que c'est justement un élément qui permet de faire comprendre à quel point, au-delà de la fantasmagorie hollywoodienne, effectivement, il y a quand même un rôle beaucoup plus administratif, hein, et assez compartimenté quand même des services. Très bien. Je me souviens la dernière fois enfin, Pierre Conessa soulignait d'ailleurs lors d'un débat récent sur la chaîne que pour avoir travaillé dans les affaires publiques, il n'y a pas de service secret, pour rejoindre le point que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Denessé. Et donc, quand j'entends ça, j'ai du mal à croire que les services de renseignement israéliens n'étaient pas au courant de ce qui s'est produit
par la suite le 7 octobre, ça d'une part. Dans la même veine, je ne sais pas si vous pouvez nous rapprocher un tout petit peu de la grille de lecture du FSB, à savoir quand l'ambassade américaine en Russie publiait quelques semaines auparavant une alerte de sécurité à ses ressortissants, que le président Poutine qualifiera par la suite de chantage évident. Comment peut-on ignorer une telle alerte dans le contexte de la confrontation otano-russe? Et comment interpréter cette réaction justement du FSB? Alors, il y Mais a justement, il me semble, à ce niveau-là, 2 éléments pour comprendre. Tout d'abord, lorsque vous résidez en Russie, vous recevez depuis quelque temps très régulièrement des alertes de sécurité. Vous en recevez quasiment avant toutes les fêtes, hein. Les alertes de sécurité, les dernières, ont été envoyées avant les fêtes du 8 mars parce qu'il y avait un gros concert, hein, à ce moment-là qui était organisé. Donc, globalement, si vous voulez, a priori, moi, résidant ici, j'en reçois régulièrement. Je suis même pas sûre de les lire jusqu'au bout et en général, vous les mettez à la corbeille. En ce qui concerne, les organes professionnels, eux, la réponse a été apportée et l'on voit ici effectivement une certaine, pomme de discordance entre le discours russe et le discours américain justement sur ce point très précis. Les États-Unis expliquent qu'ils ont donné toutes les informations nécessaires. La Russie explique que c'était des informations strictement d'ordre général, qu'elle en a pris acte, mais que globalement, elle ne pouvait pas en faire grand-chose. Quel serait l'intérêt de la Russie, de ne pas porter attention à, une déclaration d'attentat? Surtout qu'il y en a régulièrement dans le pays. Ça ne me semble pas très sérieux. En revanche, lorsque l'on voit le choc qu'a provoqué l'attentat du Crocus City Hall avec 144 morts, 551 blessés, que des civils, il est évident que, les occidentaux ont besoin de manipuler le discours, en tout cas de le formater et de se dédouaner. Dans le sens, nous ne sommes pas responsables, nous vous avons prévenus. Parce que nous soutenons l'Ukraine, parce que nous soutenons cette guerre menée contre la Russie. Et si nous le soutenons, dans ce cas-là, nous commençons à soutenir le terrorisme. Or, nous ne pouvons pas parce que nous sommes du côté du bien. Donc ici, il me semble qu'il faut faire attention à 2 choses. Il y a d'un côté le niveau de la politique, hein, qui est celui de l'action, de la prise de décision, du contrôle de l'information, et il y a, indépendamment de ça, celui de la communication, qui est le formatage de des événements, la présentation des événements, la manière dont ils vont être perçus. Alors, pour prolonger ce que dit Madame Golovko, je crois que c'est tout à fait juste. Le discours américain était aussi un discours à finalité de politique intérieure et dirigé vers l'Occident. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, dans leur position, valider ou laisser passer une information d'un attentat terroriste d'un groupe contre lequel ils luttent officiellement, qui est l'État islamique. Maintenant, alors d'abord, il faut toujours savoir que sur les affaires de renseignement, on parle pour la majorité des gens qui n'en sont pas élus, de choses que le grand public et un grand nombre d'experts ne connaissent pas. Et en plus, on sait quand nous, on vient de ce domaine-là, que les informations, généralement, ne sortiront peut-être que dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et donc, on se livre à des conjectures parfois extrêmement hasardeuses. Mais dans un cas de figure comme ça, je peux vous dire que à 99% de chance. Le FSB n'a pas besoin des informations américaines pour gérer le terrorisme qui a lieu chez lui. Les Russes connaissent très très bien leur environnement, ce qui ne veut pas dire que, comme dans tous les pays, aussi bien en France, au Maroc qu'ailleurs, on n'arrive pas à empêcher tous les attentats terroristes. J'ai envie de dire, on en empêche 80-90%, mais il y a à chaque fois partout quelqu'un qui peut passer entre les mailles du filet. C'est ce qui s'est passé malheureusement à Moscou le 22 mars. Pour le reste, les Russes connaissent très bien la situation au Tadjikistan, dont il semble bien que les terroristes soient originaires, même s'il y a des zones d'ombre sur cet attentat. Je reste pour ma part. Effectivement, je vais revenir sur l'aspect des Américains. Probablement que la NSA a intercepté des conversations ayant eu lieu en Asie centrale ou autre qui qui lui ont permis de penser que quelque chose se préparait. C'est peut-être cette information générale qu'elle a transformée au service russe. J'aurais beaucoup de mal à penser que les services russes n'aient pas eu eux-mêmes par leur propre moyen cette information. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. Pour le reste, je suis par contre là très surpris de la rapidité du côté catégorique des autorités russes à vouloir imputer
une partie, ne serait-ce qu'une partie de cet attentat aux Ukrainiens, parce que pour l'instant, nous n'avons aucun élément qui permette de le corroborer. Ils n'ont avancé aucune preuve. Et avec notre équipe, vu qu'on suit beaucoup ce qui se passe, notamment en Asie centrale, nous avons au CF2A un très bon expert du Tadjikistan. C'est quelque chose comment dire, qui n'est pas surprenant. On savait très bien que les islamistes au Tadjikistan remontaient en puissance, que les Russes avaient je dirais, comment dire, envoyer une partie des effectifs de la 201e division de fusiliers motorisés qui était dans la région pour venir renforcer les troupes en Ukraine. Donc, il y a eu un affaiblissement de l'encadrement local, ce qui a redonné un petit peu de tonus aux islamistes locaux, mais qui, de toute façon, depuis plusieurs années, et ça n'a rien de nouveau, essayaient d'agir en Russie. Il y a à ce sujet-là plusieurs éléments qui ont commencé à percer au niveau des informations officielles. Après, je ne mène pas l'enquête, donc je peux que répercuter les informations qui sont publiées à ce sujet-là. Il y a plusieurs éléments qui ont, selon le comité d'enquête, lié en fait l'attentat du Crocus City Hall à l'Ukraine. Tout d'abord la question du financement, puisque selon le matériel qui ont été saisis, il y aurait des traces de financement en provenance de l'Ukraine, et financement direct et en matière de cryptovalutes, de monnaie cryptée. Et il semblerait, indépendamment de ça, que certains des membres qui aient été interpellés aient des liens avec les groupes extrémistes ukrainiens. Ensuite, troisième élément, il semblerait que, selon l'enquête, ces personnes aient été envoyées par les Ukrainiens en entraînement au Moyen-Orient avant d'intervenir. Donc ça, ce sont les éléments parsemés. Il est vrai que pour l'instant, il y a une chose qui existe qui s'appelle le secret de l'enquête. Et effectivement, les éléments extrêmement concrets, pour l'instant, sont difficiles à obtenir. Si effectivement, la question du terrorisme et la question de l'islamisme est une question qui est toujours sensible, qui est sensible en Russie aussi, notamment parce qu'elle a combattu aussi l'État islamique en Syrie. Elle l'a réellement combattu pour le coup. Donc, il peut y avoir effectivement, on va dire, un certain intérêt de la part de certains groupes extrémistes. Ici aussi, à plusieurs reprises, des liens ont été montrés de transfert de terroristes islamistes vers l'Ukraine. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une frontière a priori qui soit absolument étanche entre d'un côté l'Ukraine, qui vivrait sa vie et son combat dans son coin, et le terrorisme islamiste qui serait réservé à une autre partie du monde. Plus les liens qui ont été avancés par le comité d'enquête. Je pense qu'il faut attendre la fin de l'enquête avant de effectivement pouvoir complètement mener les choses. Et il y a un élément qui, sur le plan juridique, est intéressant, puisque le département qui est en charge de l'enquête au sein du comité d'enquête de la Fédération de Russie, c'est le département pour les crimes de guerre et le génocide. Ça veut dire que les éléments ont conduit à rattacher l'attentat commis dans Crocus City Hall dans le cadre d'une activité terroriste plus générale qui accompagne malheureusement très souvent les conflits armés aussi. Ça, en tout cas, c'est la position, on va dire, des organes d'enquête russes. Alors, vous avez vu ces séquences d'individus armés qui tirent sur tout ce qui bouge et dans un mépris total de la vie humaine et donc et désertent les lieux finalement sans prendre aucune précaution. Qu'est-ce que vous avez noté qu'est-ce que vous avez noté d'étrange ou de louche, correct ou pas, dans l'exécution de cet acte terroriste? Écoutez, il y a plusieurs éléments aussi. L'expérience montre que généralement, quand les terroristes de l'État islamique se livrent à une opération, ils se considèrent comme des martyrs, c'est-à-dire qu'ils vont aller jusqu'au bout et que la mort pour eux n'est pas un problème elle est quasiment assurée, elle fait partie de la mission. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant d'avoir vu ces terroristes-là ne pas continuer à tirer sur la foule pour faire encore plus de victimes et ne pas être munis de ceintures explosives. Donc voilà, la manière dont s'est passée leur fuite aussi prête un petit peu à, comment dire, à confusion. Il y a des zones d'ombre indéniablement, mais encore une fois, on raisonne sur peut-être 5 ou 10% des éléments d'information réels qui concernent cette affaire. C'est très, très, très difficile à dire. J'entends bien sûr les arguments
donné Madame Kolovko, mais les autorités russes décident de rattacher cette enquête à telle ou telle chambre juridique, c'est déjà aussi un signe politique. On entend les pires conspirations des deux côtés. Jusque les premiers disent que c'est un coup monté par les services russes contre eux pour essayer de raffermir le soutien de la population et d'accuser l'Ukraine, ce que je ne crois pas. D'autres disent que c'est bien sûr monté par les Ukrainiens avec le soutien des services occidentaux. Ça me semble aussi, en tout cas en l'état actuel des choses, assez fantaisiste, parce que je crois qu'il faut aussi regarder les conséquences. S'il était véritablement prouvé que l'Ukraine soit derrière cette opération, quelle serait la réaction russe? Et si en plus, comme on connaît les liens étroits entre les services ukrainiens, la CIA et le MI6 britannique, quel rôle éventuel, je dis bien éventuel, auraient pu jouer les Américains directement ou indirectement en soutien des services ukrainiens qui auraient pu avoir monté l'opération? Vous voyez, on est vraiment dans des hypothèses, mais par contre, si c'était avéré, là, je pense que la réaction russe serait extrêmement, comment dire, extrêmement violente et que ça changerait probablement là aussi le visage du conflit dans les mois qui viennent. Il y a effectivement beaucoup de questions qui sont posées. Pour compléter ce que vous avez dit, le fait qu'eux-mêmes, lors de l'interrogatoire, ne se revendiquent, par exemple, d'aucun groupement lié à l'État islamique. C'est surprenant. En général, des personnes, les terroristes, ils survivent, ils le revendiquent tout de suite. L'on voit aussi qu'aucun slogan lié à l'État islamique n'a été proféré lors de l'attaque. Au niveau de la manière dont ça a été fait, il y avait un homme qui avait un couteau, qui ressemblait quand même plus à un couteau de cuisine qu'au couteau généralement utilisé par les terroristes islamistes. Et il y a une scène absolument monstrueuse qui heureusement n'a pas été beaucoup diffusée, le montrant en train d'essayer, au moins sur une personne, de trancher une gorge et de s'y prendre comme s'il essayait de couper un steak. On ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui a une grande habitude de la chose. Il y a quand même des choses absolument surprenantes à ce niveau-là. Après, effectivement, ce qui fait peur, c'est quelles seraient les conséquences si tel est réellement le cas, c'est-à-dire si réellement derrière il s'agit de l'Ukraine et comme le déclarent à l'unisson le FSB et le service du renseignement extérieur, qu'ils auraient été aidés principalement par la Grande-Bretagne et les États-Unis. N'oublions pas que justement, le comité d'enquête ouvre désormais, c'était hier, il me semble, une enquête pour travailler sur la question de l'implication des services des États non amicaux, notamment les États-Unis, l'Ukraine, mais pas uniquement, dans les attentats en Russie. Et ils ont l'intention de réellement monter une véritable enquête sur le sujet. N'oublions pas aussi que la Russie a un comportement toujours extrêmement légitimiste, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord chercher toutes les procédures juridiques, ils vont les mener jusqu'au bout, ils vont établir tous leurs protocoles. Et après seulement, on comprendra leur réaction. Ils n'ont pas le même mode de réaction que les États-Unis, où il va y avoir beaucoup de vent, beaucoup de feu, comme on a vu après le 11 septembre, et on part en guerre tout de suite. C'est en général un pays qui réagit avec la tête froide et qui met en place vraiment une tactique et une stratégie. Donc, effectivement, maintenant, il me semble être intéressant de voir la manière dont l'enquête va évoluer sur la question de l'implication des services étrangers et la manière dont cela va être prouvé ou non leur implication et celle de l'Ukraine, afin de voir quelles seront les réactions derrière, parce qu'effectivement, là, ça risque de changer la qualité du conflit. Je ne suis pas sûre qu'on en arrive, pour revenir à la première question, à une question tout de suite d'une guerre nucléaire, indépendamment de la fantasmagorie en cours. Mais en revanche, la question de la zone tampon, la question de la dimension géographique du conflit en Ukraine risque effectivement de changer, puisque au départ, nous étions quand même sur la question de la validation en quelque sorte de la Crimée et du Donbass, ensuite de l'élargissement à Novorossia, et maintenant la question risque de plus en plus de se poser, de savoir, et la Russie peut-il être stratégiquement en sécurité avec un État ennemi appelé Ukraine, indépendant d'elle, mais pas indépendant, c'est-à-dire contrôlé de l'extérieur, et qui soit dans une position agressive. Donc là, il va y avoir, à mon avis, un changement de paradigme plutôt à ce niveau-là.
Oui, moi, pour prolonger ce que vous dites et auquel j'adhère, je crois que l'un des éléments qui pourrait jouer, si, encore une fois, si cette affaire était prouvée, parce que je n'écarte pas le fait que les terroristes sont parfois des branquignoles. On l'a vu dans un grand nombre d'attentats en France, notamment, où l'un s'est tiré une balle dans le pied avant de passer à l'action, d'autres oublient sur les lieux de leurs opérations des pièces compromettantes. On voit tout. Mais encore une fois, s'il était vérifié que les Ukrainiens, avec un soutien occidental, soient derrière ça, je pense que les engagements qu'a pris Vladimir Poutine vis-à-vis de Naftali Bennett il y a 18 mois en disant mais de toute façon je n'ai pas prévu d'éliminer Vladimir Zelensky. Voilà, tout ça pourrait changer. Et si vraiment il était prouvé encore une fois que les Ukrainiens se livrent à des actes de terrorisme de cette nature, je pense que la mesure dont font preuve les Russes depuis le début du conflit, parce que qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ce n'est pas le problème, mais quand on regarde le nombre de victimes civiles qui a eu lieu en Ukraine depuis le conflit, on est à un peu plus de 30 000. C'est à peu près l'équivalent, voire un peu moins, du nombre de victimes civiles qu'ont fait les Israéliens à Gaza en moins de 6 mois. Donc, dès qu'on lit les communiqués de presse, on entend toujours un mort, deux morts, 5 blessés. Je dirais que c'est même encore plus faible que les dommages collatéraux que les Américains n'ont cessé de faire pendant toute la guerre contre le terrorisme. Donc, je pense que cette mesure vis-à-vis des populations civiles dont font preuve les Russes, parce qu'ils considèrent aussi qu'en partie c'est une population frère, serait aussi modifiée. Ça, par contre, je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que ça se discute, hein, Mm. mais je suis pas sûre parce que la différence des États-Unis qui combattent sur une terre étrangère, la Russie, elle est sur sa terre historique. C'est-à-dire que ça fait un millénaire que cette terre était russe, à quelques dizaines d'années près, qui a été en dehors. Sinon, c'est une terre russe. Et il me semble que vous ne vous battez pas de la même manière sur une terre russe que sur votre terre ou sur une terre étrangère. D'autant plus si le but derrière est d'intégrer ces populations Mm. et d'intégrer ces territoires. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vous battre contre les civils. En revanche, effectivement, la question des cibles militaires Les ukrainiennes dirigeants. et la question de la détermination des centres de commandement risque d'être très largement élargie. Madame Golovko, post-attentat et post-réélection du président Poutine, comment la Russie définit aujourd'hui la victoire en Ukraine par rapport aux ambitions initiales, j'entends? Alors ça, c'est une très bonne question parce que honnêtement, dès le départ, je pense que personne n'en avait strictement aucune idée, pour être honnête. En tout cas, si la Russie, dès le départ, avait une stratégie, on peut dire qu'elle l'avait très, très, très bien cachée. Il semblerait qu'il y ait eu plusieurs phases, en fait, dans cette phase active hein, de la guerre en Ukraine. Tout d'abord, rappelons que le conflit n'a pas commencé il y a 2 ans, que globalement, politiquement, il a commencé en 2004 avec la révolution orange, quand le système politique ukrainien a été détruit avec l'organisation d'un troisième tour qui n'a pas fonctionné. 10 ans plus tard, en 2014, on a un Maïdan qui est une révolution et d'ailleurs l'Ukraine le reconnaît comme tel puisque sur la scène internationale, le nouveau pouvoir refuse de prendre en charge les obligations qui avaient été contractées par l'ancien pouvoir. Donc là, nous avons une rupture. Dans le cadre de cette rupture, certains territoires sortent. Là, le conflit commence en guerre civile avec déjà une présence étrangère de certains programmes de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Le conflit monte et rappelons quand même qu'avant l'entrée de la Russie en guerre, parce que quelle que soit la façon dont elle a doucement appelé les choses, elle est entrée en guerre en 2022. Plusieurs fois, les territoires des régions de Koursk et de Belgorod avaient été touchés par l'armée ukrainienne. Donc finalement, la Russie, à la surprise quand même générale, entre dans le conflit. Et là, nous sommes dans la première phase où, en quelque sorte, elle sous-estime l'ennemi et elle estime qu'il suffit de taper fort et d'aller loin pour mener à négocier. Son premier but, en quelque sorte, c'était de conforter les acquis qui avaient été géographiques qui avaient été les siens. On a vu l'échec des pourparlers d'Istanbul
à ce moment-là. Et on voit que finalement, militairement, à ce moment-là, la Russie n'est absolument pas du tout prête à mener une guerre conventionnelle. D'où ces retraits que l'on voit des régions de Kiev et des régions de Kharkov et finalement derrière la paire de Kherson aussi, et avec derrière une stabilisation. Donc finalement, il y a eu tout d'abord, on va dire, une sous-estimation. Et la Russie voulait simplement que finalement, enfin, soient reconnus les acquis territoriaux qui avaient été de facto réellement voulus par les populations à ce moment-là dans le Donbass et en Crimée. Le monde global, entre guillemets, ne peut pas accepter de reculer, c'est-à-dire il ne peut pas accepter de perdre du territoire, c'est bien connu. Donc, si déjà avec les accords de Minsk, ça n'avait pas été possible, évidemment, Istanbul, ça n'a pas été possible non plus. Nous entrons donc dans la deuxième phase qui est où les deux armées vont commencer finalement à essayer de rentrer dans un système de guerre plus traditionnel. La Russie était un pays qui avait une armée de temps de paix, qui n'était absolument pas du tout prête à ce type de conflit, et elle avait également un commandement militaire de temps de paix qui n'était pas non plus du tout prêt à ce type de conflit. Et il a fallu effectivement beaucoup de temps pour adapter la situation et notamment une mobilisation partielle, le relancement de l'industrie. Bizarrement, tout à coup, nous sommes sortis du mythe de l'ère post-industrielle et les élites ont été sommées de revenir dans la réalité. C'est ce travail que l'on voit. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, les buts de la Russie, petit à petit, dépendent beaucoup de l'attitude de l'Occident, d'une part, et de cette armée atlantico-ukrainienne, parce que soyons honnêtes, il reste quand même plus grand-chose de l'armée ukrainienne en tant qu'ukrainienne sur le terrain, donc de cette espèce d'amalgame. La Russie, au départ, était vraiment prête à arrêter très rapidement le conflit. Elle n'avait pas prévu que ça dure. Aujourd'hui, la Russie a pris acte des différentes, en tout cas il semblerait, a pris acte des différentes déclarations des dirigeants occidentaux qui parlent de la nécessité d'une défaite stratégique de la Russie. On voit les différentes déclarations disant que la victoire, notamment par Borrell, qui semble être le chef plutôt des armées que de la diplomatie, disant que la victoire doit passer par le champ de bataille. Donc, il y a une sorte de militarisation du discours, sans parler, comme l'avait soulevé M. Dénessé, des sorties va-t-en-guerre de Macron, qui sont quand même assez surprenantes, on va dire. Il y a à la fois une militarisation et une radicalisation. La Russie s'adapte en face. Elle veut poser un espace de sécurité. N'oublions pas que ce qui est quand même assez surprenant, c'est que j'ai l'impression parfois que tout est fait en Occident pour réveiller la Russie. La Russie avait, depuis la chute de l'Union soviétique, mis en place des élites commerciales. C'était des gens qui étaient là pour faire du business. Ils n'étaient pas là pour faire la guerre. Et tout est fait pour réveiller cette notion euh, de civiliser l'Empire russe hors les frontières étatiques de la Russie aujourd'hui. Donc, si l'on veut en quelque sorte essayer de comprendre la stratégie russe, il me semble qu'il faut la comprendre en faux de la stratégie atlantiste. C'est-à-dire que plus le discours atlantiste et les décisions politiques qui seront prises vont être radicales, plus la Russie, de son côté, va répondre. Comme on a vu comme on l'a dit à très juste titre, avec la stratégie nucléaire de la Russie, elle est toujours en position défensive, ce qui d'ailleurs est une faiblesse énorme parce qu'elle a du mal en fait à garder et à prendre l'initiative, et quand elle l'a, à garder l'initiative parce que politiquement, ces élites pour l'instant ici ne sont toujours pas en fait rentrées dans cette logique que l'Occident finalement réellement est en guerre contre elle. Et il y a donc beaucoup de difficultés à mettre en place ce que vous appelez une stratégie, c'est-à-dire quelque chose qui ne dépende pas de la volonté de l'autre, mais qui dépend de votre propre vision politique. Et là, on a effectivement vraiment l'impression qu'il y a un défaut de stratégie dans le sens politique du terme, puisque c'est plus une adaptation en fait à l'attitude de l'Occident que la détermination d'une volonté propre de savoir, voilà, on veut aller jusque-là, se poser et construire ça.
Mais c'est quand même difficile à déterminer encore pour l'instant. Oui, alors moi je pense effectivement, il y a une stratégie russe, et elle est ancienne, c'est vivre en tant que pays libre et indépendant et de ne pas être menacé par d'autres acteurs internationaux. C'est aussi pour ça que d'une certaine manière, on peut leur reprocher, entre guillemets, de ne pas avoir cette volonté de se projeter et de définir des buts de guerre, puisqu'ils ne souhaitaient pas, selon moi, la guerre. Alors, il y a eu effectivement cette double situation de bluff depuis 2020, 2021 et 2022, où les Américains poussaient le bouchon le plus loin possible avec les Ukrainiens, y compris en lançant l'offensive sur le Donbass, en espérant que les Russes ne réagiraient pas. Et les Russes pensant de leur côté qu'en massant des troupes à la frontière qui n'étaient pas en situation de combat tout au début, les Américains feraient marche arrière. Malheureusement, ce double bluff n'a pas fonctionné. On s'est retrouvé dans ce conflit qui, à mon c'est là où, enfin, je pas une petite divergence parce qu'on est vraiment d'accord sur l'essentiel, une petite différence d'analyse sur la phase initiale. Je pense que si les accords d'Istanbul avaient été signés fin avril, ça aurait été un véritable succès russe, puisque comment dire, au bout de 6 semaines de combat, l'Ukraine serait venue à la table des négociations et aurait reconnu obligatoirement comment dire, l'indépendance d'une partie des deux États du Donbass et de la Crimée. Mais tout cela a capoté à cause des Britanniques. Et je pense que malgré les erreurs et les errements de l'offensive russe du début, qui n'a pas été aussi bonne qu'on le croit, mais qui maintenant est décrite pire qu'elle n'a été. Donc je crois qu'il faut trouver un juste milieu. On sait bien, nous, en tant qu'anciens militaires, qu'aucun plan ne résiste plus de 2 jours au début d'une offensive. Donc tout ça est très complexe. Et il y a eu de l'autre côté aussi une sous-estimation des capacités de résistance ukrainienne. C'est-à-dire que les Américains étaient aussi à peu près convaincus que la Russie allait déferler totalement sur le territoire ukrainien. Ils ont été à peu près aussi surpris. Je me souviens, moi, de confidences que m'a fait un de mes contacts, ancien officier du KGB avec lequel nous entretenons des relations depuis la fin de la guerre froide. Il me disait que selon lui, les Russes s'étaient trompés sur 3 points. Le premier point, il pensait qu'il y avait encore dans les hauts niveaux de l'armée ukrainienne, c'est au niveau officiers supérieurs, officiers généraux, des cadres qui avaient été formés à la soviétique avec laquelle ils pourraient échanger. Et donc, ils n'avaient pas mesuré, sous-entendu leur service de renseignement, à quel point le nettoyage avait été fait et que tous les cadres avaient été euthanisés. Deuxième aspect, il ne s'attendait pas à ce que y ait, enfin, il s'attendait plus exactement à ce qu'il y ait une dichotomie beaucoup plus marquée entre les unités d'extrême droite et le reste de l'armée ukrainienne, avec d'un côté, on va dire, des régiments patriotiques classiques et de l'autre côté, des unités extrémistes. Ils se sont aperçus assez rapidement, dès le début du conflit, que les choses étaient beaucoup plus mêlées et qu'il y avait, entre guillemets, des patriotes ukrainiens au sein de régiments comme Azov et quelques autres, et inversement, de vrais ultranationalistes dans les régiments classiques. Et troisième point qui les a surpris, me disait-il, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à ce que l'armée ukrainienne mette ses états-majors et ses postes de commandement, voire ses centres de tir, dans des zones civiles, dans des centres commerciaux ou près des écoles, finalement comme le fait le Hamas. Et ils ne s'attendaient pas non plus à ce que les Ukrainiens tirent, en un certain nombre de cas, sur leurs propres soldats qui avaient été faits prisonniers par l'armée russe. Donc, on le disait, une guerre n'est jamais prévisible, elle ne se passe jamais comme la précédente, dont souvent on tire des leçons erronées, et ça explique les flottements. Maintenant, indéniablement, et Madame Golovko a raison, les buts de guerre russes aujourd'hui évoluent en fonction de l'attitude de l'Occident, de l'Ukraine, des États-Unis, et plus le durcissement sera fort côté occidental, plus la réaction russe s'y adaptera et sera intransigeante. Et puis en prenant du recul, je pense que les États-Unis ont toujours été réticents à négocier directement sur la question ukrainienne, malgré de nombreuses tentatives, les accords de Minsk, aussi l'accord de sécurité avec la Russie en décembre 2021 de mémoire. Une dernière question, du point de vue ukrainien, l'aspect peut-être le plus troublant, c'est euh, l'hypocrisie vis-à-vis de Kiev. L'Ukraine est, est, à mon avis, laissée pour compte, alors qu'elle est engagée dans une guerre par procuration. Du point de vue purement économique, elle reçoit la plupart des aides sous forme de dettes. Et là, on voit que l'Ukraine est laissée pour compte. L'Ukraine, le problème n'est plus un sujet. L'Ukraine est devenue un front.
et a perdu son étaticité en 2014. Rappelez-vous quand même que dans le gouvernement de Yatsenyuk qui a été mis en place après le Maïdan, la ministre des Finances était une Américaine d'origine ukrainienne, mais une citoyenne américaine, et c'est elle qui a mis en place tous les accords qui bloquent l'Ukraine jusqu'à aujourd'hui en ce qui concerne la question du remboursement des prêts, du financement des armes, du financement de l'armée, de l'État, etc. Donc l'Ukraine, juridiquement, aujourd'hui, c'est un protectorat. C'est pas un sujet de droit international. Et ça, il me semble que c'était extrêmement important. Et c'est pour ça que l'on voit, on veut dire, la manière dont finalement le sort des Ukrainiens n'intéresse strictement personne. Soyons honnêtes, hein. Le pays est complètement en faillite, il n'y a plus Vraiment d'accord. d'industrie, les infrastructures sociales, électriques, énergétiques, au fur et à mesure, de toute façon, sont détruites. Il y a effectivement une catastrophe. Ce pays est en train de disparaître. Et ça, déjà, en quelque sorte, l'Ukraine a perdu ce conflit. Ça, en revanche, il me semble que c'est une leçon qui est extrêmement intéressante, c'est lorsque les États-Unis utilisent un territoire dans leur combat, ils ne le reconstruisent jamais. Regardez l'Irak, regardez la Syrie, regardez ce qui se passe en Ukraine. C'est un territoire qui est utilisé dans un combat. À partir du moment où vous vendez, où vous trahissez votre peuple, derrière, vous assumez. Vous ne pouvez pas en sortir gagnant, c'est pas possible, c'est terminé. Moi, je suis d'accord avec vous, mais je serais quand même plus dur parce qu'il y a une responsabilité ukrainienne réelle. Alors, bien sûr, elle est pas nécessairement, elle ne concerne pas toute la population. Comme dans tout conflit, il faut faire une différence entre les élites, les gouvernements, les armées et les populations. Mais néanmoins, c'est un État qui, depuis l'indépendance, est en faillite quasiment programmée. 52 millions d'habitants en 1991, 43 au début de la guerre. Donc, et ces gens-là, c'est le seul exemple que nous ayons dans le monde occidental d'un État qui perd sa population sans conflit. Donc le pays était totalement corrompu, les groupes criminels y étaient extrêmement actifs, les dirigeants sont tous pourris, je crois qu'il faut le dire, que ça a été Yurchenko, Timochenko, Porochenko peut-être un peu moins, Yanukovych, et je crois qu'il faut le dire, Zelensky. Rappelons les enquêtes des Pandora Papers, rappelons ses liens avec Kolomoïski. Voilà, donc il y a une responsabilité ukrainienne de la part des élites. J'irai un peu plus loin, il s'est quand même trouvé une grande part de l'armée ukrainienne qui a décidé d'aller se battre contre le reste de la population ukrainienne dans le Donbass. Donc, c'est-à-dire les gens contre les russophones. Donc, ça n'a pas été uniquement sous impulsion américaine. Les atrocités qui ont été commises, le nombre de victimes de ce conflit lorsque les russophones ont demandé non pas le séparatisme, comme on veut le dire trop souvent, mais une forme d'autonomie et la reconnaissance de cette langue. Donc, je crois qu'il faut bien sûr plaindre tous ceux qui sont victimes de cette guerre, mais je rappelle aussi que les Ukrainiens ne veulent pas se battre. 43 millions d'habitants, c'est à peu près la population française de 1940. Je crois que nous étions 41 millions. Nous avons mobilisé 5,8 millions d'hommes en 1940. Malheureusement, face à 11 millions d'Allemands, ce qui explique le résultat. Mais aujourd'hui, ça voudrait dire que potentiellement, l'Ukraine pourrait mobiliser, si les gens n'avaient pas quitté le pays, 5 millions d'hommes. Donc, veulent-ils se battre? Veulent-ils se battre? Voilà, c'est la question que je pose. Encore une fois, je déplore et je suis navré pour les Ukrainiens qui voient leur pays détruit parce que c'est quelque chose d'horrible, mais les exonérer de toute responsabilité me semble excessif. Bien, on arrive au bout. Je retiens quand même que vous êtes catégorique sur l'éventualité d'une guerre globale nucléaire. Sur Mais, la non-éventualité. pardon? Sur la non-éventualité. Sur la non-éventualité, Ouais. exactement. Exactement. Exactement, oui. Écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de débattre aujourd'hui sur cette question épineuse. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous.